Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez le direct. Connectez-vous. Partagez le direct. Tu es rentré. Tourne là. Oui, chaud. Oui. Tu dis quoi? Fais le direct. C'est ça. Tu peux dire mon problème, c'est ton direct. Ouais, tu as vu le direct. Je ne suis pas sûr. Je ne Le direct. Je ne suis pas sûr que tu ne peux pas bon. Ah bon? Je vais regarder. Partagez le direct. Le petit sac qui est posé sur l'ordinateur là. C'est ça que tu avais choisi? Ok. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct au... Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Est-ce que vous savez qu'on nous traîne dans un mensonge terrible? On est en plein mensonge. Mensonge. Le mensonge. Le règne du mensonge. La démocratie, le règne du mensonge. Est-ce que vous savez que la Banque de réglementation internationale a changé ses règles? Ce n'est plus le dollar. Ce n'est plus le dollar, c'est l'or. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la Banque de réglementation internationale a changé ses règles depuis 2019? Est-ce que vous savez ça?
Si un pays commerce avec le Nigeria, par exemple, si le Cameroun commerce avec le Nigeria n'est plus obligé de payer le Cameroun en dollars. Le Nigeria peut payer le Cameroun en or. Est-ce que vous savez ça? Oh, la guerre en Ukraine, c'est bon, hein? C'est joli. La guerre en Ukraine, c'est joli. Ils vont nous donner la vraie raison. Je vais vous mettre un truc. Vous allez voir vous-même. Merci. Merci, merci. Merci, on dirait mon heure. Voilà qu'il a. Ça, ils vont nous changer le prix. Ça a augmenté. Oui. Après, je vais t'expliquer. Voilà, je vous mets une vidéo. Saviez-vous que le papier toilette est, preuve à l'appui, totalement insalubre? Alors pourquoi l'utilisons-nous toujours? Il ne permet pas de nettoyage efficace, il ne respecte pas l'environnement et il coûte très cher de surcroît. Heureusement, il existe désormais une solution simple. Cet appareil de pointe produit. Un adage dit « le silence est or ». Je ne suis pas toujours d'accord avec cette conception, même si ça part du bon sens. Parce que très souvent, le silence a été considéré par d'autres, notre silence, comme de la faiblesse. On nous écrase, on se tait. On nous malmène, on doit se taire. Mais le moment est venu de parler de ce qui nous fait mal pour que les autres aussi sachent ce qui nous arrive. Et l'histoire que j'ai envie de raconter est de celle qui ressemble à celle qui a toujours existé et que nous avons toujours su. Peut-être par pudeur, peut-être parce qu'on ne sait pas parler, pour que les autres se disent c'est de la faiblesse. On a vendu les chasse-neige à l'achat. Ils les ont achetés. On leur a vendu des choses dont ils n'avaient pas besoin, absolument pas besoin. C'est une chronique que nous prenons. Nos investisseurs aussi sont victimes de cela. Victimes de commander des choses et on leur livre d'autres choses. Victimes d'avoir besoin d'un matériel et on leur donne le contraire. J'ai envie de vous amener à la découverte d'une de ces histoires qui doit être racontée tous les jours. Et elle nous interpelle tous, parce qu'il s'agit de véhicules roulants, de camions qui nous rencontrent tous les jours dans la rue, des camions qui causent des accidents régulièrement dans nos villes, qui tuent les gens. Ceux qui les fabriquent n'ont pas cure, ils s'en foutent de ce qui peut arriver aux usagers de la route. Ils nous vendent des choses qui sont inconcevables. Voilà 20 camions commandés neufs, je dis bien neufs, qui auront roulé seulement 7 mois. Et encore, c'est une petite partie qui a roulé 7 mois. Le reste est à la casse depuis 6 ans. Personne n'en parle. Je vais vous la raconter cette histoire, pas pour faire mal à quelqu'un, pour qu'on sache que nous aussi on peut parler aujourd'hui. C'est fini le règne du silence. On doit savoir ce qui nous arrive
Parce qu'on nous prend pour des gens qui se plaignent en permanence, qui dénoncent toujours la responsabilité des autres. Oui, nous avons une responsabilité. Mais il faut que celle des autres aussi soit connue. Et la population doit savoir que les camions qu'elle rencontre au quotidien, qui traversent nos villes au quotidien, peuvent être des dangers de mort. Aux autorités d'assumer leurs responsabilités en veillant à ce que nous recevons ne soit pas des épaves, ne soit pas des tombeaux roulants. Je le dis avec la plus grande fermeté parce qu'il y a eu mort d'homme. Et parce que régulièrement on voit dans des villes des accidents inexpliqués. La faute est généralement tout de suite renvoyée au chauffeur ou encore au propriétaire. Mais il y a des choses beaucoup plus graves. Est-ce que les fabricants n'ont pas leur part de responsabilité? Suivez-moi dans cette entreprise qui s'appelle Cotradis et qui est au Burkina Faso. M. Tremblay Barthélémy, qui malheureusement est décédé, M. Adama Ouattara, qui a eu le bras amputé, et puis M. Hervé Batulo, qui lui est handicap physique de vie. Comment en est-on arrivé à une telle tragédie? Qu'est-ce qui a pu causer cette cascade d'accidents d'une même compagnie, d'une même marque de véhicule, en un laps de temps aussi court? Lorsqu'Abdoul Kader Yada décide de se lancer dans le transport en créant Cotradis, il est surtout animé par l'idée que par sa spécialisation et son parcours, il va contribuer à faire rentrer les Africains dans un monde particulièrement fermé. Il abandonne les postes de cadre d'emploi de plusieurs grandes firmes internationales qu'il a multipliées pour se mettre cette fois-ci à son propre compte. J'ai d'abord un profil ingénieur énergie. J'ai travaillé chez Mobil Oil, à la suite chez Caterpillar. Après, je suis revenu dans les premiers amours qui était encore le pétrole chez Adaxorix. Et j'ai passé un moment aussi comme dirigeant dans la concession Mercedes. C'est après ces expériences que j'ai décidé de me lancer. C'est dans ce contexte qu'Abdoul Kader Yada va créer Cotradis pour se lancer dans le transport des minerais. Un secteur dominé par les grands groupes internationaux où dans le même temps, les transporteurs locaux ne sont pas des professionnels. Ce qui contribue à justifier l'absence des Africains dans la chaîne de valeur. Mais fort de son expérience, il compte faire les choses de façon très professionnelle et en grand. Bon, on avait une grande ambition au début, parce qu'on s'est arrimé à des projets miniers industriels et on voulait faire le transport autrement en Afrique. Parce que c'est une activité, pour un pays comme le Burkina enclavé, c'était une activité qui malheureusement n'avait pas été professionnalisée. Donc nous avions décidé de faire quelque chose quand même de traçable. Et notre business model avait plu à nos partenaires qui nous encourageaient en nous donnant des contrats, nous accompagnant dans l'investissement. Donc on voulait en faire vraiment une des plus grandes sociétés en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Et la première opportunité qu'on a eue, après la signature du contrat avec la mine de zinc, nous avons été accompagnés par la structure de financement de Volvo. Donc nous avons acquis à travers cette structure-là un financement d'environ 3 millions d'euros et qui nous a permis d'acquérir 40 camions neufs. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas commencé avec 1, 2, 3 camions, mais tout de suite avec 40 camions. Avec 40 camions, les affaires marchent. Et Cotradis devient un partenaire, un acteur fiable dans le domaine du transport des minerais. Les 40 premiers camions ont été investis pour transporter des minerais de zinc de la mine de zinc de Perpois à Abidjan. Donc nous voulions à vie de retour. Et il y a eu une opportunité de création des cimenteries. Donc avec une montée en charge avec le zinc et puis une descente avec le clinker pour les cimenteries. Donc cette activité a ralenti les rotations, d'où le besoin d'accroître le parc. Lorsque l'on travaille plutôt bien, on vous remarque, on vous fait confiance. Cotradis est courtisé par les nouveaux arrivants. À cette époque, toutes les cimenteries courtisent Cotradis. Elle va donc signer un contrat de 5 ans avec le cimentier CIMAF pour le transport de sa matière première, le clinker.
Ils le transportent d'Abidjan à l'usine de Ouagadougou. Pour répondre à leur demande croissante, ils décident d'agrandir son parc totalement composé de camions Volvo. Volvo nous donnait satisfaction. La seule difficulté qu'on a eue, c'était surtout la disponibilité. Donc la deuxième commande de 40 qu'on a voulu faire, il n'avait que 20 en disponibilité. Donc les 20 autres ne pouvaient être disponibles que dans 6 mois. Et puisqu'il ne peut pas attendre 6 mois pour satisfaire les demandes de ses clients, puisqu'il est dans l'urgence, il se tourne vers d'autres marques qui opèrent sur le marché. J'avais 40 camions Volvo au moment de la commande. Et au moment de cette commande, on a passé commande de 20 Iveco et de 20 Volvo. Donc on passait à 80 camions. Il est donc présenté à la société Feni Brosset, concessionnaire agréé de la célèbre marque de camions Iveco pour la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est son client, l'unité industrielle de fabrication du ciment, CIMAF, qui l'introduit chez Feni Brosset, sa filiale qui est installée à Abidjan en Côte d'Ivoire. On a rencontré Iveco, qui nous a dit qu'ils avaient de la disponibilité tout de suite et que les camions étaient au Maroc. Donc c'est surtout pour une raison de disponibilité que nous sommes orientés vers la marque Iveco. Il faut dire que dans le monde des engins de transport, la marque Iveco bénéficie d'une réputation de fiabilité et de solidité. C'est pourquoi Cotradis, par son patron, va passer une importante commande donc à Feni Brosset, qui a de la disponibilité. Nous passons une commande de 1,70 milliard de francs CFA pour l'acquisition de 20 tracteurs. Ceci pour 20 camions 6x4 modèle tracteur AD380T38H, 9, avec tous les accessoires et outillages de bord standard fournis par le constructeur Iveco. Conformément à leur accord, les véhicules sont livrés dans les délais à la société Cotradis en juin, et mis en circulation en juillet 2015. Jusque-là, tout va bien. Il les met aussitôt en exploitation, en même temps que les 20 autres camions Volvo. Mais très rapidement, il constate quelques anomalies a priori anodines dans le fonctionnement de ces camions Iveco venus du Maroc. Comme par exemple la surconsommation, mais surtout, la cassure des garde-boue et autres vices bizarres. Les autres camions ont montré des signes de fatigue en moins d'une année, c'est-à-dire c'est des camions en kilométrage qui sont prévus quand même pour faire 600 000 à 1 million de kilomètres. Sur le Burkina, en temps, on va dire peut-être quand même il faut qu'ils fonctionnent 10 ans. En 6 mois, on en perd 2. Les autres présentent des signes de fatigue. Mais la grosse alerte vient essentiellement des employés, notamment des chauffeurs, qui, dès le 8 décembre 2015, signalent des anomalies dans la qualité des châssis. Dès le voyage, on aperçoit déjà des soudures qui ont été faites pour ramener le camion en charge. C'est inconcevable sur un tracteur Iveco, ce n'est pas du travail Iveco. Ça, c'est le faux châssis. Un faux châssis Feni Brosset, pas Iveco. Le châssis auxiliaire. Les contrôles journaliers des véhicules faisaient état de traces de fissures très profondes dans les châssis et par conséquent des risques d'accidents graves. Les conducteurs des engins, pourtant expérimentés, mentionnent régulièrement leur inquiétude vis-à-vis de ces nouveaux camions neufs qui ne tiennent pas la route. Je suis conducteur de Cotradis jusqu'à 2015. Maintenant, je conduisais le camion Volvo C1. Et ça se passait bien? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Quand j'ai démarré le camion, arrivé à Boulouki à 100 km de Bobo, vers 3 h du matin, il y avait un conducteur, on appelle Ouedrago Sanou. Je suis allé taper sa porte comme ça, je dis, ah, camion là, il fait des choses, moi, je vois que c'est pas bon. Il m'a dit quoi? J'ai dit, si tu mets le camion là, il te tire aller là, que c'est comme ça? J'ai dit, non, c'est pas comme ça. Est-ce que quand tu roulais Volvo, est-ce que Volvo là, faisait comme ça avec vous? Que non. J'ai dit, mais pourquoi Iveco faire comme ça? Devant les incidents et les mises en garde des conducteurs et mécaniciens, l'information est immédiatement transmise à Feni Brosset Côte d'Ivoire, le vendeur, par un courriel en date du 8 décembre 2015, et dans lequel Cotradis les informe des anomalies majeures des fissures des châssis et l'invite à une inspection de camions pour y trouver une solution. Silence radio de Feni Brosset qui, comme on dit en Côte d'Ivoire, les prend, moi ça fait rien. Bref, elle ne prend pas cette alerte au sérieux. Ils vont convenir finalement d'une entrevue entre les parties qui se tient le 28 décembre 2015 à Feni Brosset Maroc, à l'issue de laquelle il est décidé que la société Feni Brosset va prendre très rapidement en main la réparation des pannes découvertes. Reconnaissant ainsi le fait,
les bricolages et les vis dans ces camions livrés. Il faut noter que pendant ce temps, les camions Volvo mis en service aux mêmes dates et fonctionnant sur le même parcours, dans les mêmes conditions, ne connaissaient aucun incident mécanique. Aucun. À Félix-Brosset, on ne prend pas très au sérieux les complaintes, les réclamations de Cotradis. Je me refuse de penser qu'il s'agit de mépris, même si ça y ressemble étrangement. Mais les choses vont prendre une tournure dramatique dans les semaines qui vont suivre. Les camions Iveco de Cotradis vont connaître, coup sur coup, 5 accidents. Des accidents graves, très graves. Ce que nous n'avions pas, qu'on n'avait jamais vécu parce qu'on était déjà en opération depuis 2 ans et nous n'avions pas enregistré d'accidents aussi graves. Armé Batuno, qui conduisait l'un des camions, va connaître un sort peu enviable. Un handicap lourd. Il vit désormais avec une prothèse de la hanche. Ouattara Adama, qui d'entrée de jeu, dès son premier voyage, avait émis des réserves sur la fiabilité des camions Iveco venus du Maroc, va connaître un sort particulièrement douloureux. Il est le témoin vivant, la victime de cette malfaçon de camions Iveco revisité au Maroc. À la rentrée de Niakara, à 10 km de Niakara, le camion est tombé à 45 km. Même pas 50 à l'heure. 45 à l'heure. La boule cassée. Cela veut dire que ça, si la ne tient pas, au lieu d'amortir comme les Volvo, c'est sec. Le camion n'était pas fabriqué pour traquer un ben. C'était fabriqué comme un ben de roue. Donc ils ont transformé ça. La benne a décroché. Tombé sur mon côté. La benne est venue taper la cabine. Le camion est tapé. Comme j'avais porté le ceinture de sécurité, je voulais sortir. Mais c'est moi, le pare-brise là, j'ai cassé ça. Mais comme j'avais porté, qu'on appelle la ceinture de sécurité m'a renvoyé, ramené dedans. Sensiblement, j'ai fait comme ça. Vous voyez, tout ça là, c'était coupé. Ça, c'est pas droit comme les autres. Vous voyez les traces, c'est le vide pare-brise là qui a fait ça. Maintenant, la ceinture de sécurité m'a renvoyé dedans. Le camion est renversé sur mon côté. En faisant comme ça, le camion est renversé. Le bras est sorti dehors. Donc, la benne est venue écraser la main. De 14h15 jusqu'à 19h, je suis dans le sang couché. Sur le lit, il n'y avait pas de grille. Il y a des gens qui ont fait un effort pour se lever. De 14h15 à 19h, j'étais couché toujours. En bas. La mer est toujours en bas écrasée, on ne peut pas couper. Voici la situation qui est là. Donc ça vous a carrément sectionné le bras. J'ai 5 petits nerfs sur les mains. Moi, j'ai pris un morceau de rétrousette, je voulais couper pour que je vais sortir. Je vais me lever, les gens ont refusé ça. Sinon, tout est écrasé, on ne peut même pas connaître ça encore, tout est broyé mal. L'enfer. De 14h à 19h, coincé sous le camion par le bras écrasé. Imaginez-le un instant. Adama Ouattara va être amputé, comme vous l'avez remarqué, du bras gauche. Pour lui, c'est le début de l'enfer, la fin de sa carrière de conducteur de poids lourd. Il va bénéficier plus tard d'une prothèse du bras, mais plus rien ne sera comme avant. Barthélemy Tondé, lui, n'est plus là pour raconter son drame à lui. Il est mort du fait des malfaçons de son camion. La victime Tondé Barthélemy, par exemple, il est arrivé à un virage, lorsqu'il manœuvre tranquillement le camion se renverse. Parce que le système de remorque n'a pas fonctionné pour lui. Tondé Barthélemy y a donc laissé la vie, abandonnant derrière lui une famille avec des enfants. C'est seulement à la suite de ce drame que Félix-Brosset réagit enfin timidement en adressant un courriel rédigé par M. Youssef Arabi, directeur BTP et véhicules industriels de Félix-Brosset Maroc. Il propose finalement un programme de réparation des véhicules. C'est au 5e accident qui a eu lieu le 16 janvier 2016. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que ça marquait la mort d'un de nos chauffeurs. À partir de ce jour, j'ai décidé d'arrêter tous les camions parce qu'on ne peut pas faire du business sur la vie des autres.
Comment ne pas chercher à comprendre les raisons de cette succession d'accidents lorsque l'on voit les circonstances dans lesquelles ils se sont produits? On ne peut pas mettre tout ça, comme trop souvent, sur le coup de la fatalité, de la volonté du bon Dieu, comme on a coutume de le dire. Et cela ne peut pas être le fait des conducteurs qui, jusque-là, avaient bonne réputation. Abdelkader va se tourner vers les experts automobiles indépendants pour comprendre. Il va tomber le haut, très haut, avec ce qu'il découvre. Les véhicules qui lui ont été livrés ne sont pas des camions tracteurs d'origine comme convenu, mais des porteurs malicieusement maquillés en camions tracteurs. La magouille est énorme. Donc la première chose, avant la carabine, on s'intéresse à la plaque que vous voyez là. Hein? Et sur cette plaque, déjà on voit 48 000 kg, c'est-à-dire le PTRA, poids total roulant autorisant en charge. Ensuite on regarde le type du camion, AD380T38H. Déjà on est surpris parce qu'il n'y a pas le T, qui indique que ça doit être un tracteur. Ce sont les codifications de presque tous les constructeurs, hein, en automobile, en camion, les numéros, pardon. Ce qui veut dire en gros que Cotradis a commandé des tracteurs et là on lui a livré des véhicules qui ne sont pas des tracteurs, mais qui ont l'apparence des tracteurs. Même la capacité n'est pas la bonne. C'est que si vous avez déjà sur ce camion 48 000 kg, alors que selon votre cahier de charge, votre business plan, vous commandez des tracteurs qui en principe sont des 62 tonnes, 62 000 kg de PTRA, déjà il se pose des questions. Il dit je ne pourrais pas travailler conformément à mon business plan. Donc on voit des anomalies au niveau du châssis, des châssis arrachés, des fissures sur châssis, qui commencent à expliquer pourquoi ces deux tracteurs sont en épargne. Et ces dysfonctionnements, on les verra par la suite sur les autres tracteurs qui ne sont pas encore détruits. Donc la décision est prise d'arrêter le parc et puis de commencer à entrer en contact avec Iveco, Féni, Grosset, Côte d'Ivoire pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Sur les bons de commande, on voit clairement que sur cette ligne qui définit le type, on commande des AD 720, 72 tonnes de PTRAC. Là, on nous a livré des 48 000. Donc on est en deçà. Ce n'est pas conforme à la commande. On montre d'autres camions à Ouagadougou qui sont des trackers commandés comme Cotradis des AD 720 où vous retrouvez aussi la fiche AD 720. Donc ils sont conformes. Mais ceux de Cotradis ne sont pas conformes. Ils sont absolument pas conformes. Il y a d'autres d'entrée de jeu. En réalité, pas besoin d'être un grand mécanicien, un expert chevronné comme Olivier Lamizana pour comprendre que ces camions sont trafiqués au mépris de toute règle de sécurité et avec toute la volonté de flouer le client. Au départ, la sellette, elle est là. Donc elle est fixée par ce genre de boulonnerie qui a été cisaillée. Ça veut donc dire que peut-être au départ, ils n'ont pas mis les boulonneries adéquates, respectant les charges, puisque ça répond à un cahier de charges précis, à des calculs précis. Et pour vous montrer un exemple, voilà ce que c'est une sellette posée sur le châssis. Là, vous avez une sellette, vous avez des sellettes posées sur le châssis. Eh bien, sur ce camion, ça s'est arraché. C'est pas du fait de Cotradis, parce que personne n'a intervenu sur ces sellettes, c'est eux qui les ont posées. Comme je vous dis au départ, c'est des châssis porteurs. C'est-à-dire qu'ils ont placé ça. C'est ce qu'on appelle le châssis auxiliaire. Pour le transformer en fait. Voilà. Sinon, à l'origine, ce n'était pas prévu. On place un châssis Qu'on appelle châssis auxiliaire. auxiliaire Voilà. pour placer au-dessus La sellette. la sellette, sachant qu'elle va être solidaire du châssis Exactement. d'origine. Ils vont travailler Ils ensemble. vont travailler ensemble. Mais ces boulons qui sont là ne sont pas calculés suffisamment, ne sont pas suffisamment étudiés Voilà. pour pouvoir supporter la charge Sur leur modification. Sur leur modification. Sinon, d'origine Iveco, c'est bien calculé. Puisqu'ils ne sont pas censés traiter. Voilà. Ils sont pas censés. Mais les tracteurs Iveco, par exemple, d'origine, on vous mettra de la boulonnerie qui est adaptée, qui a fait l'étude, le calcul. Donc, ça veut dire que chez Féni Grosset, ils ont posé les sellettes en mettant ce qu'ils ont eu sous la main comme boulonnerie. C'est ça l'erreur. C'est-à-dire que les boulons ont lâché. Ils ont lâché. Parce qu'ils n'étaient pas adaptés. Voilà. Et du coup, La sellette, la sellette saute et avec en pleine charge, et en pleine chargée, chargée.
Donc, le conducteur, il perd le contrôle de son véhicule. Alors là, ça dépend là où il est. Là c'est une chance. Vous connaissez les villages d'Afrique. Ils font Abidjan, Kourou. Imaginez que c'était en traversant un village et qu'il rentrait dans un marché. Le carnage. Voilà. La supercherie est tellement grossière que même moi, ignorant, je comprends le bricolage. Il y a un faux châssis qu'on a placé sur celui-là qui est le châssis d'origine. Et lui, puisqu'il n'est pas suffisamment adapté, il n'a pas été correctement fait, ben c'est lui qui va lâcher ici, puisque c'est un faux châssis, ce n'est pas le châssis d'origine, et ça va partir en vrille, parce que une fois que ceci a lâché, ben, la remorque s'en va, la semi-remorque elle s'en va derrière, et elle peut faire les dégâts qu'elle veut. La preuve même qu'on est dans quelque chose de bricolé, parce que c'est le faux châssis qui s'en va. Ce n'est pas le châssis qui a lâché, qui est là, qui est le châssis Iveco d'origine, c'est le châssis fabriqué au Maroc, qui se trouve en train de partir par Philippe Brosset, qui a fabriqué quelque chose qui n'était pas adapté au marché qu'on lui a demandé. En réalité, rien que ceci montre que c'est du bricolage. Du bricolage simplement pour vendre. Parce qu'on sait que celui qui achète n'a pas les moyens de vérifier et qu'on joue sur le nom Iveco. Iveco étant une marque connue, qui a travaillé cette marque pendant des décennies, on se dit on a un Iveco. Sauf qu'en réalité, on n'a pas un Iveco. On a un camion bricolé après, qui ne répond pas aux normes et qui lâche à la première occasion. Et qui ne peut pas supporter le poids qu'on lui a donné. Donc en réalité, quand vous voyez passer le camion, il craque une semi-remorque. Vous vous dites, c'est un tracteur. Il est devenu tracteur simplement parce que, comme le disait à l'instant l'expert, on lui a ajouté ceci, mais de façon artisanale, très artisanale. Et vous traversez un village avec du poids derrière, et ceci lorsqu'il saute. Quand il a sauté, la semi-remorque est partie. C'est tellement criminel de se dire que on sait que ceci va sauter, que ça ne va pas supporter le poids. On le sait d'avance quand on le fabrique. Et on l'a mis, on se dit, on s'en fiche. Ils peuvent aller où ils veulent avec ça, ce ne sera pas chez nous. Ce n'est pas les nôtres que ça va tuer. Parce qu'en réalité, une fois que ceci a sauté, la semi-remorque fait ce qu'elle veut. Elle rencontre des hommes, elle rencontre des femmes, elle rencontre des enfants. Et c'est ceci que vous devez regarder lorsque vous avez un camion qui passe chez vous, dans votre ville avec une semi-remorque. Est-ce un tracteur, un vrai, ou est-ce quelque chose que l'on a adapté? Est-ce qu'en réalité, vous n'êtes pas en train d'être la victime de commerçants qui se sont retrouvés en train de fabriquer des camions pour des pays hypothétiques où personne ne viendra se plaindre, puisqu'on dira encore des Africains qui ne savent pas se servir des engins. Mais en réalité, le dol est au départ. Le dol, c'est que quelqu'un a décidé un matin de fabriquer ceci en disant je m'en fiche ce que ça va faire, même si je sais très bien que ça va lâcher. Confronté à toutes ces réalités, à tout ce bricolage, à toute cette supercherie, la société potradiste va se dépêcher de retourner auprès de Philippe Brosset pour comprendre. Quand tout ça s'est produit, nous avons tenté une conciliation, un règlement à l'amiable, mais nous avons malheureusement eu en face un peu de mépris, parce qu'il nous a simplement été dit, bon, nous pouvons faire juste un geste commercial en réparant un peu les camions, mais tout ce qui était fait d'exploitation, tout ce qui était dégâts collatéraux, y compris mort d'homme, y compris bras amputés, y compris camions épaves, ça, c'était pas discutable parce que tout simplement, nous avions réceptionné, selon les arguments du fournisseur, nous avions réceptionné ces camions sans réserve. Ben, ils ont tout simplement dit, on les a livrés, vous n'avez rien dit. On leur a rétorqué, Iveco Côte d'Ivoire, ils n'ont pas des camions d'occasion, c'est pas un vendeur de camions, j'allais dire, de rue, c'est une grande marque. Vous êtes concessionnaire. On leur a même dit, j'achète une Mercedes, je n'ouvre pas le capot, je ne vérifie pas la dimension des pneus, j'ai dit tout le monde le fait, même chez un professionnel. Donc c'est vous qui avez tombé sur la marchandise. Et le débat a commencé comme ça, parce que on a des documents où on vous a demandé des AD 720, vous livrez des AD 380. Lorsqu'il commande les camions, il reçoit les camions, il ne voit pas le vice qui, par principe, est caché.
C'est un vice qui est caché. C'est à la suite des accidents que les expertises révèlent effectivement ce vice. Donc, il ne pouvait pas imaginer, il ne pouvait pas s'imaginer que les camions commandés comportaient des vices. Effectivement, le vendeur Félix Brosset, d'entrée de jeu, a traficoté ces camions. Comment? Il achète chez Iveco les camions qui ne sont pas des tracteurs. Il procède à leur transformation en changeant la nature d'origine des camions porteurs en camions tracteurs, ni vu ni connu, en ne respectant pas les règles en la matière. C'est donc ces camions qui ne correspondent pas à la commande qu'il revend à sa filiale Félix Brosset, Côte d'Ivoire, qui les livre à Cotralis, en prenant le soin de cacher cette information donc à son client final. Quand on va regarder les spécifications Iveco en matière de camions tracker, puisque tracker c'est le modèle adapté aux pistes, aux mauvaises routes, aux chantiers. On se rend compte qu'ils ont 5 châssis. Les 5 châssis, vous n'en avez que 2 qui servent à faire des tracteurs. Donc pour tirer une semi-remorque, pour tracter. Les 3 autres, on ne peut pas les transformer. Donc tous les 5 peuvent être porteurs, mais il n'y en a que 2 qui peuvent être tracteurs. Maintenant, après enquête, on se rend compte, quand on prend les dimensions des châssis, on regarde les numéros de série, de par les documents Iveco, c'est le 3e châssis qui n'est pas tracteur, qui a été monté tracteur. Et à ce moment-là, commencent les mauvais montages, je dirais même du bricolage, ce qui est grave pour un concessionnaire. Ces informations sur les transformations des camions au Maroc ont été volontairement cachées à la société Cotralis par la société Félix Brosset Côte d'Ivoire, la laissant croire que les véhicules, objet de la commande, étaient des camions d'origine tracteur Iveco, et non des camions manipulés et trafiqués pour correspondre à sa commande. Par courrier en date du 19 février 2016, la société Félix Brosset, qui s'est aperçue que les petits nègres ont compris qu'ils avaient modifié en cachette des camions, qu'il a été pris la main dans le pot de confiture, affirme que, je cite, le constructeur Iveco prévoit bien une procédure de transformation des camions pour les adapter à l'usage de ses clients. Nous avons soumis la dite transformation au carrossier habituel au Maroc en charge des transformations courantes des châssis Iveco. Fin de citation. Iveco a fabriqué le camion porteur au départ, qui est sur un châssis neuf avec la cabine, ça c'est Iveco. Mais les adaptations, ça c'est Félix Brosset. Ça c'est le vendeur. Sans consulter le constructeur. Parce qu'en matière de transformation, vous devez toujours avoir l'aval du fabricant, du constructeur. Que ce soit en génie mécanique, en génie civil. Vous modifiez un plan qui a été arrêté, visé pour construire un immeuble, vous le modifiez, vous n'êtes plus couvert. Si vous le modifiez parce que vous avez des envies, on repart vers le bureau d'études. Malgré les nombreux éléments prouvant la supercherie et les tentatives de règlement amiable de cette situation, les sociétés Félix Brosset Maroc, Félix Brosset Côte d'Ivoire et le constructeur Iveco refusent de reconnaître leur responsabilité dans l'énorme préjudice financier souffert par Cotralis. Il ne reste plus que la justice pour régler ce litige commercial, cette escroquerie. C'est vers elle que Cotralis, la société de droit burkinabé, se tourne pour demander la nullité du contrat pour vice de consentement et engager la responsabilité délictuelle des sociétés Félix Brosset Côte d'Ivoire et Félix Brosset Maroc pour demander réparation. La justice en Côte d'Ivoire a même mis un expert judiciaire sur le coup qui a confirmé toutes les malversations techniques, le dol entre autres, et qui a donné raison à Cotralis. Ce qui est spectaculaire, incompréhensible dans la démarche de la société Félix Brosset, c'est le mépris caractérisé qu'ils ont pour les institutions judiciaires du pays hôte. Le même type de mépris qu'ils manifestent vis-à-vis de son client et des victimes de son tripaculaire de camion. Elle ne daigne même pas répondre à la convocation de la justice burkinabé qui agit sur demande des parties civiles, c'est-à-dire des victimes. Nous avons diligenté une plainte avec le conseil de partie civile devant le magistrat instructeur burkinabé qui convoque les dirigeants de Côte d'Ivoire. Cette société-là ne sont jamais venus. Je ne sais pas par quel type d'immunité juste, mais c'est l'impunité. C'est troublant, non? Ils sont condamnés par toutes les juridictions, malgré les appels qu'ils font, ils continuent d'être condamnés. Mais ils ne s'exécutent pas.
Le tribunal de commerce d'Abidjan condamne les sociétés Philippe Brossette, Côte d'Ivoire et Maroc solidairement pour dol et accorde à la société Cotralis un dédommagement à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA. Le constructeur Iveco est mis hors de cause. Philippe Brossette, Côte d'Ivoire et Philippe Brossette, Maroc font appel de la décision auprès de la juridiction ivoirienne compétente et se font représenter par leurs avocats. Elles sont de nouveau condamnées à payer 1,750 milliards de francs CFA à la société Cotralis et à récupérer les camions frauduleux. La décision est désormais exécutoire. Mais les sociétés Philippe Brossette décident d'interjeter appel de la décision. Philippe Brossette est condamné jusqu'en cassation, donc non susceptible de recours. Il faut payer maintenant. Donc ce sont les juridictions ivoiriennes qui ont pris les décisions. Il a gagné sur toute la ligne. Il a gagné toutes les procédures. C'est ça qui est effarant. Il a gagné toutes les procédures. Et je dirais à un coût même exorbitant. Et pour l'exécution, ça pose un problème quand même. Des décisions judiciaires qui sont passées en forme de gens jugés et qui ont du mal à s'appliquer. J'ai du mal à comprendre. Pour ne pas payer, Philippe Brossette, Côte d'Ivoire se met en insolvabilité et vend son stock, quitte son siège social, renvoie le personnel et retire son dirigeant social au Maroc. Au moment où nous avons eu la décision d'appel pour effectuer l'exécution, les huissiers, pour les notifier les décisions de justice, venaient par ici et on ne trouvait personne. Donc on était obligé de notifier ça auprès des avocats de Philippe Brossette. Pendant plusieurs années, cette entreprise a été logée là. Ça s'appelait Philippe Brossette. Elle contractait avec tout le monde, vendait des camions. Et c'est là que le jeune entrepreneur Moukinabe va se retrouver pour acheter les 20 camions Iveco. La transaction se signe dans ce local. Et puis un beau jour, tout est fermé, tout est terminé, il n'y a plus personne. Un peu comme en Chine où lorsque vous arrivez, vous avez des bureaux très bien faits, vous signez avec des personnes, vous leur versez de l'argent, et du jour au lendemain vous arrivez, c'est le vide sidéral. Où sont-ils partis? Pourquoi sont-ils partis? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les victimes alors, à qui s'adressent-elles finalement? Qui va les indemniser? Il faut courir pour les retrouver. Pendant ce temps, la maison mère est au Maroc. Allez donc les trouver au Maroc et allez donc faire que justice vous soit rendue au Maroc. C'est là l'envers que traverse ce jeune entrepreneur. Quand nous avons eu vent que Philippe Brossette était en train de se mettre en situation d'insolvabilité, nous avons pris les informations et on a regardé au niveau des comptes bancaires, on s'est rendu compte qu'ils ont fait des ventes aux enchères et nous avons pu capter une centaine de millions au niveau de certaines banques. Cotralis, qui a donc eu vent de cette stratégie de la fuite, va néanmoins réussir à saisir en août 2021 une partie des recettes des ventes dans les banques marocaines, la CIB, filiale de Al-Mada, et elle va saisir 110 millions de francs CFA, une goutte d'eau dans les préjudices subis. Et pourtant, plus d'un an après, les sommes ne sont toujours pas reversées à Cotralis afin de la soulager malgré un certificat de non-appel produit à la banque par Cotralis. Nous avons saisi 110 millions au niveau de la CIB, qui est aussi un groupe marocain, du groupe Atigari. Nous avons saisi environ 50 millions au niveau de la PASI, qui est aussi une banque marocaine du groupe populaire. Et ce qui s'est passé, c'est que Philippe Brossette, à travers ses conseils, ont continué à faire du dilatoire. Donc, pour vous dire, nous avons fait les saisies depuis le mois de septembre 2021 et nous sommes au mois de septembre 2022 et nous n'avons pas eu accès à ces fonds malgré qu'on a une décision de dernier ressort. Il n'y a pas d'alternative que de payer. Et pourtant, rien n'est toujours payé à Cotralis. Encore une série de procédures dilatoires initiées par Philippe Brossette pour que Cotralis n'ait pas accès aux dits fonds. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel du tribunal de commerce d'Abidjan. Vers qui se tourner maintenant? Mais les dirigeants qui ont commis des fautes personnelles. Les dirigeants ont commis des fautes personnelles. Et puis vous vous rendez compte, l'entreprise est fermée. C'est incroyable. C'est incroyable.
il faut peut-être à long terme prévoir un système de garantie ou d'indemnisation lorsqu'il y a des situations comme ça. Et pourquoi pas? Et figurez-vous que pendant ce temps, Cotradis continue de payer à la banque ayant financé les camions une traite mensuelle de 50 millions de francs CFA. Il s'est déjà écoulé 3 années. Et Cotradis a déjà payé 1,8 milliard de francs CFA prélevés de sa trésorerie afin d'affronter la dette pendant que les camions sont immobilisés. Oui, les Volvo qu'on a mis en même temps que ces camions-là marchent, ils ont produit, et c'est ces Volvo qui ont même produit pour qu'on puisse rembourser ces locaux puisqu'ils sont immobilisés. L'autre perversité, l'autre injustice se déroule cette fois-ci directement au Maroc. À défaut de pouvoir exécuter en Côte d'Ivoire les décisions de justice en raison de sa mise en insolvabilité, Cotradis va décider d'exécuter la décision au Maroc, auprès de la maison mère. Philippe Brosset du Maroc commandé les camions, les a transformés, les a refoués à la filiale et ont encaissé 93% du montant de la transaction. Donc, Philippe Brosset du Maroc qui encaisse 93% de la transaction laisse 7% de marge à sa filiale et nous laisse en face de la filiale pour exécuter. Et la filiale n'a pas les moyens d'exécuter, de payer. Et on nous dit que celui qui a, la société qui a encaissé les 93%, on ne peut pas exécuter sur elle. Bon, ça me paraît quand même assez lourd. Lorsque l'exécution est arrivée au royaume Chéotsar, il paraît que, voilà, il y a eu un obstacle, je dis, d'autorité qui fait qu'on ne peut pas exécuter contre, parce qu'il semble-t-il, il y a des dispositions de droit marocain qui empêchent qu'on puisse exécuter une décision qui a été rendue en bonne et due forme. Alors donc l'exécutif aujourd'hui, il y a eu des problèmes au Maroc, alors que ce problème pourrait être réglé même à l'amiable. La loi marocaine refuse d'exécuter une décision, et ça contrairement à tous les canaux internationaux. Il faut prendre la décision ivoirienne, aller au Maroc, demander en fait l'exécution au Maroc, et en principe même une décision américaine, française, danoise doit pouvoir s'appliquer au Maroc. Et là, on a été confronté à cette difficulté gravissime qui fait qu'on ne peut pas exécuter la décision ivoirienne au Maroc. C'est vrai que l'on assiste à quelque chose de particulièrement détestable et injuste. Après plusieurs dispositions dilatoires, la justice marocaine déclare l'impossibilité d'exécuter la décision car ce serait un trouble à l'ordre public marocain. Oui, vous avez bien entendu. Trouble à l'ordre public, au motif que Philippe Brosset ferait faillite si elle s'exécutait. Carrément. Elle protège donc clairement l'entreprise marocaine malgré les fautes et les dommages causés aux autres. Tant pis pour l'entreprise qu'elle a escroquée. Tant pis pour ses employés qui se retrouvent au chômage. Quid de Cotradis qui est passé de 350 employés à moins de 100 employés. Mais il m'a dit, mais je ne comprends pas. Depuis 2017, on n'a même pas la moindre provision. Vous vous rendez compte? Même la prise en charge des soins a été faite par M. Yada, qui est le PDG de la Cotradis. Quid de ces victimes et de ceux qui se retrouvent au chômage du fait de cette société qui a triché sur toute la ligne et depuis le départ? Elle ne représente pas une menace à l'ordre public au Burkina Faso. C'est vrai que le pays est déjà le théâtre de l'insécurité, alors ce n'est pas bien grave d'être mécontent de plus. Qu'est-ce que ça change? Le mépris d'un partenaire économique avec lequel on a traité, avec des camions achetés quand même à des prix, je dirais, exorbitants. Donc, on ne peut même pas comprendre que même dans le sens des affaires, ce partenaire-là ne puisse pas mais cultiver son champ. Et puis, au moins, par un geste commercial, ou du moins une démarche commerciale, mais préserver ce client. Les victimes ont porté plainte et les dirigeants sociaux, Aïka Mabouchimi et Marouane Karafa, ont été régulièrement convoqués par la justice du Burkina Faso pour homicide volontaire. Ils n'ont pas daigné se présenter. Imagine-t-on un Burkinabé ou un Ivoirien soupçonné d'homicide au Maroc, régulièrement convoqué par les juridictions marocaines, qui se réfugierait au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire? Ce n'est même pas envisageable. Notre justice viendrait manu militari les chercher pour les livrer, ne serait-ce que pour éviter l'incident diplomatique. Or, dans le cas d'espèce, la justice marocaine le protège, se soucie de son avenir, de sa santé financière.
Il suffit seulement qu'il arrive à rentrer sur le territoire marocain et puis il est immunisé. Il bénéficie de l'immunité et de l'impunité, ce qui est inacceptable. Je ne sais pas par quel type d'immunité juste, mais c'est l'impunité. Dans un premier temps, nous pensions que l'évidence des choses qu'on avait constatées à travers les expertises allait nous permettre une indemnisation ou en tout cas un accord avec le fournisseur. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bon, on s'est dit ça allait prendre 6 mois, après ça a pris 1 an, et là nous sommes à 6 ans et nous ne sommes toujours pas indemnisés. Pour réaliser cette enquête, nous avons adressé plusieurs mails aux dirigeants de la société Phoenix Brosset qui n'ont pas jugé nécessaire de nous répondre. Pas un seul retour de mail. Mais cette stratégie du silence, j'allais dire de l'indifférence, ne saurait nous obliger à taire cette affaire qui, au-delà des préjudices causés à des familles, a fait des victimes civiles. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans cette affaire, croyez-moi. Après les difficultés rencontrées avec Phoenix Brosset, Cotralis, de guerre lasse, totalement coupé dans son élan, va se tourner vers son garant, le FSA, le Fonds de solidarité africain, basé à Niamey au Niger, pour l'aider à se refinancer en attendant l'hypothétique indemnisation. Dans son malheur, il va enfin trouver un peu de bonne volonté, une oreille attentive, un interlocuteur volontaire. Le FSA va accéder à sa requête en payant à la Banque Atlantique du Burkina Faso 900 millions de francs CFA et à la CBAO 865 millions de francs CFA pour apurer les impayés de Cotralis déclarés par les banques. Mais elle exige pour le faire, c'est là où c'est intéressant, que chacune des banques finance le fonds de roulement de Cotralis de 200 millions de francs CFA. C'est un accompagnement pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle ne meure pas. La Banque Atlantique du Burkina Faso va s'exécuter. Mais curieusement, la CBAO, dans les mêmes conditions d'engagement, va refuser de le faire. On ne peut s'empêcher dans ces circonstances de penser à une autre cabale, puisqu'il se trouve que la CBAO a le même actionnaire que Phoenix Brosset. Oui. Difficile de ne pas établir le lien, puisque l'autre banque marocaine qui obéit aux mêmes règles l'a fait sans sourciller. Évidemment, le FSA, le Fonds de solidarité africain, qui a donné cet argent pour accompagner Cotralis, va demander à la CBAO, dans ce cas, de rembourser les 200 millions qu'elle était censée mettre à disposition de Cotralis, puisqu'elle ne l'a pas fait. La cabale ne s'arrête pas là, figurez-vous. Souvenez-vous les fonds saisis sur les comptes de Phoenix Brosset à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire et à la CIB, l'autre banque marocaine. Après maintes procédures dilatoires de la part de Phoenix Brosset, le juge a ordonné le paiement à Cotralis des montants saisis. La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire et la CIB ont reçu un commandement de payer en date du 16 novembre 2022, après que Phoenix Brosset ait épuisé tous les recours. La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire s'est exécutée en payant le montant saisi, tandis que la CIB n'a pas payé, exigeant une nouvelle procédure dilatoire en lieu et place de Phoenix Brosset. Il se trouve bizarrement que la CIB a le même actionnaire que la CBAO et Phoenix Brosset. Phoenix Brosset ne fait que du dilatoire, parce que, sachant que plus ça prend du temps, plus la société Cotralis est en difficulté. Donc pour moi, ils espèrent ne plus trouver Cotralis en face dans quelques années pour pouvoir exécuter et donc s'en tirer à si bon compte. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais les coïncidences s'accumulent et semblent aller dans le sens d'une stratégie clairement définie, celle de tuer Cotralis. La CIB et la CBAO joueraient-elles de manière déloyale vis-à-vis de Cotralis afin de couvrir Phoenix Brosset? En tout cas, il y a beaucoup de coïncidences, ceci d'autant plus que la Banque Atlantique de Burkina Faso et la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire sont toutes deux aussi des banques marocaines. Peut-on accepter que le Maroc protège ces sociétés, même quand elles ont fauté et ont régulièrement été condamnées? Le drame qui se joue entre Cotralis et les deux filiales de Almada est comme un combat entre David et Goliath, entre faux de fer et faux de fer. Tout ceci crée un climat délétère au moment où l'Afrique a besoin de se construire et où la doctrine est l'unité continentale. Connaissant l'attachement du roi du Maroc pour l'unité africaine, connaissant son projet d'expansion continentale, je veux me convaincre que tout ceci se passe à son insu. Cela crée un précédent fâcheux avec le risque que certains subsahariens voient de plus en plus le Maroc comme un nouveau colonisateur qui ne respecte pas ses partenaires du Sud. Certaines images inhumaines ont déjà marqué les esprits. Or, la pensée pour la jeunesse africaine est claire et sans concession. Liberté. Il ne s'agit pas de chasser un maître pour le remplacer par un autre.
les maîtres méprisants et exploiteurs, ils n'en veulent plus. Il s'agit de respect, tout simplement. Et si c'est un partenaire continental, il doit se comporter de façon juste en veillant à la règle cardinale de la réciprocité. Le Maroc occupe une place centrale dans l'intégration africaine. Désormais, dans l'économie africaine, elle tient des pans entiers, notamment dans le secteur bancaire et financier en général. Les Africains du Sud, du Sahara, le considèrent comme un partenaire, pas comme un colon qui vient remplacer l'ancien maître. Il est urgent, j'allais dire impératif, qui se conforme dans le plus strict respect aux règles du pays où il opère. Et les dirigeants africains, eux, doivent se souvenir que leurs pays ne se construiront pas sans les champions nationaux qui les accompagnent. Aucune nation au monde ne s'est faite sans le concours des champions nationaux. Les États-Unis d'Amérique se sont faits avec les Ford, Boeing, Chrysler, JP Morgan, Rockefeller et autres. C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris l'ancien président Olusegun Obasanjo du Nigeria, qui en a fait presque une religion. Aujourd'hui, le Nigeria se construit avec ses champions, des champions à qui il a donné leur chance. Il leur a mis le pied à l'étrier. Et ils tiennent heureusement des pans entiers de l'économie nigériane, et même de la sous-région ouest-africaine. Ainsi, on a par exemple Aliko Dangote dans le ciment, le sucre et divers, Mike Adenuga dans les télécoms avec Novacom, Fumi Odetela dans le pétrole, Cletus Ubeto dans l'automobile et l'immobilier, Aladji Rabiou dans la banque, Tony Olumelou dans la banque avec l'UBA, Folorouche Alakisha dans la mode et le pétrole, Michael Ikide dans l'aviation avec Arik Air, Aladji Younoussa dans l'aviation avec Azman Air, Jimo Ibrahim dans l'hôtellerie et l'assurance, Pascal Dozy dans la banque avec Diamond Bank. La liste est longue et ça donne vraiment envie. Ce sont des nationaux qui développent l'économie de leur pays. Ils seront toujours là. À défaut d'impulser l'éclosion des champions dans leur pays, les dirigeants francophones doivent au moins accompagner ceux qui, dans l'adversité, se battent et réalisent des choses. Ils doivent les protéger des prédateurs. Ils doivent savoir protéger les leurs, les accompagner parce que personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Et il n'est absolument pas acceptable que les rares champions qui se lancent et se font à la force de leurs poignets soient écrasés dans leur pays dans le silence le plus assourdissant. Cette affaire contradicte contre Philippe Brosset est loin d'être unique. Alors que les dirigeants des grandes nations voyagent avec leurs champions pour décrocher des contrats, les nôtres sont malmenés chez eux, sans espoir de secours. Et cette histoire ne saurait passer sous silence, non. Tout comme celle d'un autre champion camerounais de l'immobilier et de l'agriculture, Baba Dampulo, propriétaire de quelques édifices à Cape Town, Johannesburg et Elisabethville, qui se fait actuellement proprement déposséder, dépouiller en Afrique du Sud de tous ses biens par quelques grands groupes financiers internationaux, sans pouvoir compter sur les autorités du pays arc-en-ciel. On en parlera dans une prochaine enquête. Mais restons focus sur cette affaire contradicte qui est juste inacceptable. Et qui, si l'on y prend garde, risque d'égratigner la relation entre le Maroc et une jeunesse subsaharienne assoiffée de respect et de liberté. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour les autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent. Bonsoir tout le monde. Lorsque nous on parle dans les directs ici, il y a les gens qui se plaignent qu'ils ne voient plus les directs, ils ne voient plus les notifications. Je n'ai plus de compte. J'ai créé un nouveau compte. Je vous ai envoyé à vous tous les invitations. Je vous ai envoyé à vous tous les invitations. Je n'envoie pas à tout le monde. J'ai ma liste des gens que j'ai. Quand je les ai envoyés à 50 personnes, là, je les connais tous. Je les ai envoyés particulièrement les invitations. Vous voulez que je fasse comment? C'est la seule chose que je peux faire. Je vous envoie les invitations, vous voyez. Georges a pris, Georges a validé, les autres ne valident pas. Parce que de fois, si tu n'as pas la notification de la page, tu as la notification du fait que tu es ami avec moi. Parce que ça joue comme ça. Soit tu as la notification de la page,
soit tu as la notification, parce que tu as mis avec moi. C'est ça qu'il est question. La nouvelle page, c'est Bafia. C'est tout. J'ai envoyé l'invitation à tout le monde. Dès que je prends les regards, j'envoie. C'est comme ça. Lorsque nous parlons ici, les gens nous disent que non. Il faut enlever Paul pour remplacer par Pierre. Le vrai débat, il est là. C'est l'économie. Comme vous voyez, dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Ils ne pourront faire des débats sur ça. Jamais. Ils ne peuvent pas faire des débats sur ça. Non, il y a une seule page. Voilà le nom de la page. Conscience camerounaise pour le libéralisme communautaire. Je vais encore remettre le lien de la page est là. Allons au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez au Cameroun? Alors, Foucault vous a dit, le président nigérian a compris qu'il faut avoir des hommes d'affaires du terroir. Ça là, on connaît Kaji, père à son âme. On connaît le père Foyango, Photo Victor, père à son âme. On connaît le père Nuchungwen, père à son âme. On connaît le père Laktale, père à son âme. On connaît le père Sopo, père à son âme. On connaît le père Kwam Samuel, père à son âme. On connaît le père Monkam, père à son âme. On connaît le père Mohamedou Abo, père à son âme. On connaît le père il y a un gars bamileke là. Monté, on connaît le père Monté, père à son âme. On connaît le père Moukete, père à son âme. On connaît le père j'ai déjà cité Nochungwen, le père Nochungwen. On connaît le père Samuel Yondo. Quand tu es ceux qui sont à Douala, si tu arrives, Samuel c'est Yondo. Quand tu es à Douala, tu pars au Carrefour. Tu pars au Carrefour, Feu Rouge Bessengue. Ouais, au milieu là, on a mis la statue d'un papa là. C'est Samuel Yondo. C'est père à son âme aussi. Il y a aussi un autre père là. Un autre père là. Oui, il y a aussi papa Pouta. Oui. Il y a aussi un autre père là. Il faut, je vous cite d'abord les anciens là. Pour que vous fassiez la différence entre les anciens et leurs enfants qu'ils ont laissés. Vous comprenez? Les anciens travaillaient pour l'intérêt du pays. Leurs enfants, c'est l'inverse. Leurs enfants
leurs enfants ne veulent pas travailler. Leurs enfants, eux, préfèrent juste accentuer la France-Afrique. Refuser l'industrialisation du Cameroun pour continuer à bénéficier des dividendes en tant que représentant de l'entreprise française au Cameroun. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es à Douala, tu arrives au marché des fleurs. Du marché des fleurs, en allant vers la cathédrale de Douala, en prenant le boulevard, c'est le boulevard de la Liberté. En prenant ce boulevard, à votre droite, ça appartient à deux personnes. J'ai oublié le père Sowen. Ça appartient à deux personnes. Un côté, ça appartient à Sowen. Un autre côté, ça appartient au père Nuchungwen. De l'autre côté, donc à la gauche, il y a une partie qui appartient à l'université de Douala. Une autre partie qui appartient au père Moukete. Une autre partie qui appartient au père il y a quelque part qu'on appelle immeuble Kassab. C'est juste derrière l'hôtel. C'est à quoi par là, c'est immeuble Kassab. J'ai oublié son nom. Mais vous devez savoir que tout on appelle cet endroit-là à quoi utile. C'est à quoi utile. Ce sont les colons français qui ont récupéré les terres de Douala et ont donné à leurs représentants camerounais une partie de cet endroit dont l'hôtel Aqua Palace appartenait à Mavromatis. Quand tu regardes bien l'hôtel Aqua Palace, c'est deux bâtiments. Il y a un ancien Aqua Palace qui appartenait à Mavromatis, que Aïdjo avait racheté. Lorsque Mavromatis voulait vendre, Aïdjo a racheté. Il a donné à son ami, le père Sowen, de gérer. Tous ces territoires que vous voyez, ça appartient aux hommes d'affaires français qui ont donné la gestion libre aux Camerounais. Ce que je vous dis là, oh Seigneur. Alors les gars sont là. Ils gèrent, ils rendent compte aux familles des Français qui ont reparti Douala, qui ont reparti à quoi? Parce que ce que vous devez savoir, le père Sopo était parmi les fondateurs de la République. Il avait son parti politique. Le père Sopo a écrit, c'est le père Sopo qui avait écrit à l'ONU une lettre de presque 4 formats demandant à l'ONU que le peuple camerounais veut que la France accompagne leur jeune État à l'indépendance, comme la France accompagne le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est le père Sopo qui avait écrit de sa main.
Donc lorsque vous êtes au Cameroun, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là. Les gens viendront vous manipuler. Ils vous diront non, c'est Paul Biya le problème. Et ils ne vous diront jamais qu'il y a des gens qui protègent des intérêts. Ils ne sont que des représentants. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi Tawamba peut écrire au président Biya d'enlever de limoger le directeur des impôts. Mais parce que le père de Tawamba était parmi les 15 personnes qui étaient à Paris, rencontrer le général de Gaulle. Il s'appelait Tawamba Dagobert. Vous qui êtes là, que l'État du Cameroun va voir une banque. Parce que Tawamba, l'État du Cameroun l'a avalisé pour que la CBC, je vous rappelle en passant, que la CBC est une banque dont l'État du Cameroun a 98% d'actions. On a donné à Focho de gérer. L'État du Cameroun a 98%. Focho a 2%. L'État du Cameroun a exigé à cette banque de donner à Tawamba un crédit de 7 milliards. Bon, toi aussi, va. L'État du Cameroun te donne ta valise, on te donne 7 milliards. Va, on voit. Il faut comprendre pourquoi certaines personnes veulent à tout prix manipuler le petit peuple. La manipulation du petit peuple, c'est leurs intérêts. Aujourd'hui, quand tu es devenu Sardina, du jour au lendemain, quand tu es devenu Sardina, Alain Fogué est en prison. C'est les amis de M. Kamto du RDPC qui maintiennent Alain Fogué en prison. Alain Fogué a marché. Il a juste écrit, il a juste fait une demande pour demander la marge. Il a marché à Alain Fogué. Bibouni a marché. Non. Donc, vous comprenez que les gens sont dans leur mouvement. Aujourd'hui, quand tu as montré son vrai visage, pour qui il travaille, il ne fait rien quand ces gars du RDPC ne lui disent pas que fais-nous un mouvement. C'est ça la réalité. Vous devez savoir que vous allez être respecté au Cameroun lorsque les populations de la zone forestière vont comprendre les enjeux économiques et financiers. Lorsqu'ils vont devenir responsables dans l'autofinancement de leurs projets. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez voir ce qui va arriver. C'est ça la vérité. Parce que les gens, derrière la démocratie des paroles, on a mis dans le cerveau des jeunes Camerounais de la zone forestière qu'ils ne peuvent que vivre derrière l'État. Or, l'État est une mafia. Mais sauf que cette mafia a la violence légitime. C'est ça la différence. Cette mafia a la violence légitime. Lorsque les gens voient, oh, la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine, elle va durer. Elle va durer, elle va même faire 10 ans. Elle va même faire 10 ans. Parce que c'est une guerre
qui a commencé depuis. Mais sauf que c'est une guerre qui a pris étape par étape. Elle a commencé depuis la chute du mur de Berlin. Que cette guerre que mènent les Russes aujourd'hui en Ukraine a commencé. Mais sauf qu'elle était graduelle. Étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. On en est là aujourd'hui où les hommes sont tués. Lorsque on vous dit la Banque de réglementation internationale a changé ses procédures, ce n'est plus le dollar. Ce n'est plus le dollar qui est la monnaie de référence, c'est l'or. Mais est-ce que vous avez compris ce que c'est que la Banque de réglementation internationale? Elle a changé depuis 2019. Quels sont les médias qui ont parlé de ça? Personne. Personne. C'est elle qui fait ce qu'on appelle les compensations, les transferts d'argent. Quand on vous dit que le système SWIFT, c'est elle qui contrôle le système SWIFT. C'est cette banque. Ce n'est plus le dollar, c'est l'or. Mais les gens au Cameroun disent que tout ce qui se passe à l'international, c'est rien. Si on change Paul Biya, ça va marcher chez nous. Georges, c'est la mère de toutes les banques. Elle a son siège à Bâle, en Suisse. C'est la mère de toutes les banques. Elle dit ce n'est plus le dollar, c'est l'or. Ça passe incognito. On n'en parle pas. C'est pour ça que Macron peut se pendre quand il voit ce qui se passe au Mali. Parce que depuis 1960, l'or du Mali est récupéré, déposé en France. Aujourd'hui, quand on revient à l'étalon or, aujourd'hui, on revient en disant que c'est l'or qu'on va faire les échanges avec. Et elle perd sa position au Mali. Ça va chaler. On vous dit les terroristes. Le terroriste, c'est qui? Qui est le terroriste? Les terroristes sont nourris, soignés, payés avec le franc CFA. Qui leur donne le franc CFA? Les terroristes n'ont jamais des billets sales. Leur argent est toujours neuf. Les billets neufs. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Ils ont le carburant, la nourriture. Tout est parachuté. C'est depuis que le Mali a obtenu la sanctuarisation de son territoire. Ils ont traversé au Burkina Faso. C'est ça la vérité. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que si le président Biya n'est plus là et que nous restons avec ces gens qui sont méchants, mauvais, égoïstes, ils vont nous faire ça dur. À l'heure où nous sommes, là, c'est maintenant que les gens sont en train de voir de leurs propres yeux la charte de l'impérialisme.
Samedi de demain, là, je vais encore la ressortir. Il faut la relire. Maintenant, là, avec les preuves sur le terrain. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent que l'affaire est en train de se tchakaliser. C'est ceux qui seront mieux organisés qui vont s'en sortir. D'emblée, nous on sait déjà que les enfants de la forêt, c'est les gens qui comptent sur l'élite. Comptent sur l'élite. L'élite. Connaît une seule chose. Voler, faire des tombes, garder l'argent. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de déterrer l'argent dans les tombes. Parce qu'on a changé les coupures d'argent. Parce que d'ici un moment, on va dire l'ancienne monnaie, on ne prend plus. Il faut introduire ces argents dans le circuit pour les changer. Quand l'élite des zones de montagne ont de l'argent, ils donnent à leurs frères pour faire les affaires. Quand l'élite de la zone sahélienne, ils détournent l'argent, ils donnent à leurs frères. Vous connaissez qui est le plus grand importateur du riz au Cameroun? Écrivez son nom. Le plus grand importateur du riz au Cameroun. Vous connaissez qui est? Hein? Quand on me dit que dans l'État du Cameroun a enlevé les taxes sur le riz, l'État du Cameroun a diminué les machines. Vous connaissez qui est le plus grand importateur de riz au Cameroun? Écrivez son nom. Si vous ne connaissez pas, je vous donne le nom. Le plus grand importateur du riz au Cameroun. C'est la raison pour laquelle la semerie ne va jamais avoir la décortiqueuse de riz. Parce que si la semerie a la décortiqueuse de riz, lui ne va plus importer le riz. Ça va tuer son business. Donc on tue la semerie. Ne met pas la décortiqueuse de riz ici. Laisse-moi voir, il va toujours tout importer. C'est un monsieur qui est du nord Cameroun. Plus précisément de l'extrême nord. Il est au Cameroun, je ne donne pas son nom. Je donne seulement son poste. C'est lui le président du Conseil économique et social. Le plus grand importateur de riz au Cameroun. Il est le président du Conseil économique et social. Oui. Vous avez compris avec les oreilles? C'est le président du Conseil économique et social. Bon. La semerie, c'est où? Après, on viendra vous dire c'est Paul Biya. C'est pour ça que lorsque tu parles de Paul Biya à côté de moi, je te mets sur la table, je te dis ok. Je suis d'accord avec toi. Mon frère, Mandela, moi je ne vais pas donner le nom. Je vais seulement dire que c'est le président du Conseil économique et social. Toi tu connais, tu as compris. C'est ça la vérité. Tout, quand on dit l'État du Cameroun a enlevé les machins sur le riz, tous ces milliards là, ça rentre dans leur poche. Eh oui, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Montrez-moi un seul enfant de la zone forestière. Un seul. Qui a décidé que je veux fabriquer le cure-dent. Le cure-dent. Le
cul-dent. Regardez dans nos pays, dans la zone forestière. Il y a les villages dans la zone forestière où la voiture ne part pas. Parce que les enfants de la zone forestière ont une mentalité. Ils attendent que c'est d'autres personnes qui viennent s'organiser, mettre les voitures de transport pour aller dans leur village. Heureusement que mes frères étonnent, c'est eux qui font le peuple partout dans la zone forestière là. Ils sont nombreux dans le peuple. Bon, sors de la zone là, sors du Fundi. Attaque le Mbam. Attaque le Mbam Mekim. Tu vas pleurer. Attaque le Nyong Eso. Tu vas pleurer. Il faut que nous comprenions ce que ça signifie intérêt économique et financier. C'est ça qui est question. Rien d'autre. Politique sans intérêt économique, vous êtes à côté de la plaque. Il y a une chose qui est vraie. C'est que lorsque les gens entendent, quand j'explique des choses ici, les gens sont surpris. Je vais prendre la musique. Je vais prendre la musique. Est-ce que vous savez que les plus grands producteurs de musique au Cameroun, c'était les gens de la zone forestière? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les plus grands producteurs de musique, c'était les gens de la zone forestière? Est-ce que vous savez ça? La question que vous devez répondre, à quel moment on les a enlevé le pouvoir? Vous devez répondre à cette question. C'est la même chose que je vous avais expliqué ici. Que ceux qui avaient les établissements d'enseignement privés au Cameroun dans la zone forestière, c'était les enfants de la zone forestière à Yaoundé. Les écoles d'enseignement secondaire privées à Yaoundé appartenaient à 85% aux enfants de la zone forestière. Maintenant, à quel moment on les a enlevé le pouvoir? Ils sont tombés. Les écoles sont tombées. On les a remplacés tous. Vous devez répondre à cette question. C'est pour ça que je ne veux pas que les gens viennent vous distraire en vous disant que c'est Paul Biya. Je vous ai parlé ici, je vous ai expliqué. C'est ça que je passe mon temps à vous expliquer le système. Je vous ai expliqué ici que les frais de scolarité qu'on paye au Cameroun, il y a des syndicats qui sont les interlocuteurs du gouvernement. Je vous ai dit comment on décide pour fixer les pensions via le syndicat. Vous avez le syndicat des enseignants, syndicat des établissements d'enseignants, syndicat des établissements confessionnels. Vous avez le syndicat des enseignants, syndicat des établissements laïcs et privés. Vous avez le syndicat des établissements d'enseignement public. Ces trois institutions. Mais est-ce que vous connaissez qui est le président? Je ne sais pas comment les gens se lèvent vraiment de Dieu. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Est-ce que vous connaissez qui est le président de ces syndicats? C'est eux qui prennent les décisions. Ils disent au gouvernement la pension scolaire doit être de temps. Le gouvernement valide. Derrière ces pensions scolaires qu'on fixe, il y a ce qu'on appelle rétrocommission. Vous connaissez? Vous connaissez pas? On vous dit tel collège paye 800 000.
Duval paye 400 000, l'autre paye 200 000. Moi, j'ai eu mon bac en 1994. La pension de l'enseignement technique, tous les collèges privés du Cameroun, entre Douala et Yaoundé, c'était 70 000. 70 000. C'était reconnu officiel, l'ensemble du territoire. 70 000. Aujourd'hui, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Que toi tu payes tel montant, l'autre paye tel montant, l'autre paye tel montant. Parce que vous devez savoir qu'il y a une seule personne qui paye, c'est le petit peuple. C'est le petit peuple qui paye. C'est le petit peuple qui paye. Mais tant que vous n'allez pas connaître toutes ces organisations qui sont avec le système, mais vous vous appelez Paul Biya. Alors qu'il y a... Mais si vous ne commencez pas à dénoncer ces gens, ce sont vos parents, vos oncles, vos tantes, qui sont dans ces institutions. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Mais, qu'est-ce qu'on va dire? On va venir vous faire croire que Paul Biya est à Yaoundé à 10h. À 10h05, il est à Garoua. Alors que le vrai débat est basé sur les qui gèrent la République au quotidien. Les qui gèrent la République au quotidien. Si je connais le rôle de Paul Biya, qui est défini dans la Constitution de la République du Cameroun, son rôle est dedans, défini, clair et net. Il faudra maintenant gérer la République au quotidien. Pour que la République marche, il y a des hommes et des femmes qui gèrent cette République au quotidien. C'est les qui? On a porté ce pan qui est le cœur du réacteur. C'est sur ce pan qu'il faut mettre le débat. Savoir les qui gèrent la République au quotidien. On a mis un voile. Dès qu'on tend le micro à quelqu'un sur les hautes instructions du président de la République, ce discours dans le subconscient du petit peuple. Dès qu'un délégué départemental prend la parole sur haute instruction du président de la République, dès qu'un délégué régional prend la parole sur haute instruction du président de la République, dès que le gouverneur prend la parole sur haute instruction du président de la République, dès que le sous-préfet prend la parole sur haute instruction du président de la République, dès qu'un directeur prend la parole... Mais les gens, dans leur subconscient, vont penser que c'est le président de son palais qui gère tout. Ça, c'est ça qu'on appelle l'escroquerie intellectuelle. Ça fait 60 ans qu'on ressasse ce discours, on ressasse ce discours. Les gens sont tranquilles en disant tout, c'est la présidente de la République. Je retenez que moi, je vous dis que c'est faux. Il y a des hommes et des femmes qui gèrent la République au quotidien. Mais ils sont là, ils ont les noms. Oui. Lorsqu'on te dit que l'hôpital des districts de Bafia, il y a quelqu'un qui gère cet hôpital. Il y a quelqu'un qui sait que il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose. C'est lui qui répond de cet hôpital. C'est pas Manaouda qui est à Yaoundé. C'est pas Manaouda qui est à Yaoundé. Mais lui, on ne va jamais l'appeler. Mais on va appeler quelqu'un d'autre. Le souffre-douleur. Paul Biya.
C'est pour ça qu'ils sont tous unanimes. Que donc vraiment de Dieu, il faut que Franck Biya prenne le pouvoir. Ils sont tous unanimes. Donc, c'est quitte sur la chaise, je m'installe. Ce n'est pas que Franck Biya s'installe pour résoudre les problèmes, non. C'est que Franck Biya s'assoit et le système de vol et de corruption continue. Ils vont changer le discours. Ça sera plus sur haute institution du président de la République, son excellence Paul Biya. Ça sera maintenant sur haute institution du président de la République, Franck Biya. C'est ça qui est la question. Quand je vois ça, je ris. Je ris. Parce qu'on a réussi à mettre dans la tête des Camerounais que c'est Paul Biya qui gère la République au quotidien. Papa, moi je suis allé à l'école. J'ai la malchance d'avoir fait la mécanique. Et en mécanique, on m'a appris qu'il y a ce qu'on appelle la fonction et le rôle. La fonction. La fonction. Quelle est sa fonction? Sa fonction, il est président. Quelle est la fonction de ce monsieur? Sa fonction, il est enseignant. Son rôle, le rôle de l'enseignant, c'est quoi? C'est là que les intellectuels écument les plateaux de télévision au Cameroun pour éloigner les jeunes Camerounais des réalités. On le fait croire que c'est le président de la République qui gère la République au quotidien. Il n'y a pas de responsable. Il y a un seul responsable, Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. C'était quand le 27. Je parlais avec mes amis. Je suis parti à une petite réception, je parlais avec mes amis. Je les ai dit, vous tous qui êtes ici là, au minimum vous avez le bac. Tout ce qui est là. Parmi vous là, il y a les docteurs, les ingénieurs. Lorsque vous dites, vous tous unanimement, que le problème, il faut changer Paul Biya, il est déjà vieux. Je vous concède que Paul Biya est vieux. Je vous concède ça. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me donner le rôle du président? Tous m'ont répondu, Abdel, on ne connaît pas. J'ai dit, vous voyez alors? Vous voyez, non? Bon. Lorsque tu dis que tu ne connais pas le rôle du président, mais tu le critiques, non? Je dis oui. Bon, pourquoi tu le critiques? Dans cette maison, on connaît les tâches que la personne qui a cette maison peut faire. Exemple, si la personne qui a cette maison ouvre le frigo ou bien le congélateur, trouve que le congélateur est en train de baisser, la nourriture est en train de finir, la personne va sortir, aller faire le marché, aller à Maxi, Walmart, IGA, n'importe où, wherever, venir remettre des choses dans le frigo, n'est-ce pas? Il me disait oui. Quelles sont les tâches de cette maison que la personne qui a la maison ne peut pas faire? Je dis, moi je vous prends juste comme avatar. Moi je vous donne les tâches que la personne qui a cette maison ne peut pas faire.
La personne qui a cette maison peut sortir, rentrer, il allume. La lumière ne s'allume pas. Ne peut rien faire. La personne qui a cette maison aura besoin d'une expertise de quelqu'un de l'extérieur qui va venir lui dire que ça là, pour remédier ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pour ce travail-là, 1 heure, tu me payes $250. On est d'accord? Tous me disaient oui. Si c'est la personne qui a la maison débloque, la personne vient, travaille, remédie le problème. Il fait ses 1 heure de temps, on prend les $250, on lui paye. Si après 2 jours, le même problème réapparaît, est-ce que la faute c'est à la personne qui a la maison? Ils disaient tous non, c'est la faute revient à la personne extérieure qui est venue remédier le problème. Mais pourquoi vous dites que le port autonome, ça ne marche pas? C'est la faute de Paul Biya. C'est Paul Biya qui a nommé. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc vous êtes conscient qu'il y a des tâches que Paul Biya ne peut pas faire. Vous êtes conscient? Vous dites oui. Mais pourquoi quand Paul Biya appelle quelqu'un, la personne vient... Quand Nganou Djoumessi manque Paul Biya avec ses directeurs qui sont au ministère des Travaux publics, il manque de Paul Biya du début à la fin. Paul Biya est ingénieur de pont et chaussée. Exemple encore. S'il vous plaît, je veux que quelqu'un me dise, Georges, s'il te plaît, tape, Georges Bodjobo, s'il te plaît, tape Internet. Regarde à quelle année on a conçu le pont du Golden Gate aux États-Unis. Écrit. S'il vous plaît, Georges écrit, tape Internet, écrit en quelle année on a conçu le pont du Golden Gate. Je veux que les gens comprennent ce qui nous arrive. Parce que les gens blaguent. Ok. On a conçu le pont du Golden Gate aux États-Unis en 1933. Merci, Georges. Si on a conçu le pont du Golden Gate aux États-Unis en 1933, et que ce pont, à date, les voitures continuent de traverser, c'est que en aval, on a mis sur pied une politique d'entretien de ce pont. On est d'accord, non? Je veux que vous et moi, on cause. Je veux que vous et moi, on cause. Si ce pont est encore en activité aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une politique derrière d'entretien. Mais d'accord. Bon. Le pont des Allemands conçu sur la Sanaga Aïdea au service. Le pont des Allemands conçu sur le fleuve la Dibamba à Mbasumbu, là-bas. Ancienne route Douala Yaoundé, au service. On est au Cameroun là. Je veux que vous m'écoutez bien. Le pont sur le Cross River à Manfé, au service. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont censés
mettre sur pied la politique d'entretien, de maintenance de ces ponts n'existe pas. Non, mes chers compatriotes, ils existent. Sauf qu'ils sont logés au ministère des Travaux publics. Lorsqu'on vote le budget d'entretien des ponts, ils s'asseyent sur ça. Ils se partagent, ils mangent. Parce que lorsqu'on construit un pont avec de la ferraille, tout le monde sait, la seule chose qui menace les ouvrages en ferraille, c'est la rouille. Et on soigne la rouille avec quoi? En faisant de la peinture. Repasser la peinture. On n'a pas besoin de 40 personnes. Toujours une équipe de 3, 4, 6 personnes qu'on affecte sur le pont. Entretien. C'est ce que les autres font. Monsieur Nganou Ndjoumassi est parti construire un pont on devait construire les ponts au sud en métal, en métallique. On a fini de construire. Allez voir, c'est passé à la CIA TV. Sans peinture. Rien. Quand il va rouiller, il vient donc dire après, le pont là, il a rouillé. Il a rouillé. On va dire c'est Paul Biya. Moi, j'interpelle les Camerounais qu'on ne les trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Le problème de nos pays, c'est que nos pays sont dirigés par une oligarchie soumise à la mafia capitaliste. Tout augmente au Cameroun. Tout augmente. Sauf le salaire. Sauf le salaire. Je vais vous poser la question ici. Il y a ceux qui sont ici au Canada. Est-ce que les directeurs d'administration ici au Québec roulent avec les voitures personnelles ou bien avec la voiture du Ngomna? Il prend la voiture du Ngomna lorsqu'il doit aller faire le travail du Ngomna. Lorsqu'il ne fait pas le travail du Ngomna, il laisse la voiture du Ngomna au travail. Chez nous, c'est la voiture du Ngomna qu'on part avec Auchan. C'est le bon du carburant du Ngomna qu'on donne aux petites filles, petites influenceuses. C'est ça, au pays. Mais les gens s'asseyent. On dit non. Il faut enlever Paul Biya, comme ça va marcher. Ah bon? Donc vous enlevez Paul Biya, ça va faire en sorte que les bons de carburant qu'on partage aux jeunes filles là, ça va changer. Il faut que l'État du Cameroun arrête d'engraisser les fonctionnaires. Il faut mettre fin à ça. Mais l'État du Cameroun ne peut pas mettre fin à ça. Parce que toutes ces directives ont été organisées par le FMI pour créer une oligarchie qui va être au service du FMI, mais à l'intérieur de l'administration. On a donc créé à l'intérieur de l'administration des gens avec des titres fonciers qui sont censés travailler que à Yaoundé. Quand nous on était jeunes, on connaissait qu'il n'y avait que le ministre qui travaille à Yaoundé. Tout directeur était censé être affecté.
Aujourd'hui, les directeurs ont des titres fonciers à Yaoundé. Je suis directeur d'administration centrale. Statut particulier de l'administration centrale. C'est ça la mafia. Mes chers frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Des gens veulent détruire notre pays parce qu'ils savent. Je vous parle ici là, mais est-ce que vous savez que la raison pour laquelle c'est la France qui parle au nom des États africains à l'ONU? Mais parce qu'à l'intérieur de l'ONU, c'est la France qui a créé ces républiques. Il y a les droits d'auteur qu'elle perçoit à l'ONU. Ces droits d'auteur se transforment en porte-parole des pays africains. Ne perdez pas ça de vue. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on a fait très tôt d'éliminer Thomas Sankara. En changeant de nom du Burkina, de la Haute-Volta à Burkina Faso, les droits d'auteur, de création à l'ONU sont problématiques. La même chose avec Modibo Keïta. Très rapidement, on allait parce que vous vous rappelez bien que c'était d'abord la fédération du Soudan qui rassemblait le Sénégal, l'actuel Mali, le Niger, tout ça. C'était une fédération. Après, Senghor, avec ses alliés français, ont démantelé. Donc il faut que les gens comprennent dans quoi nous sommes. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un doit détester quelqu'un. Ce sont les faits. N'oubliez pas que l'armée de nos pays, ce sont des institutions qui appartiennent à la France. Ne perdez pas de vue. La gendarmerie, l'armée, la police, c'est pour ça que le président Biya avait créé son armée à lui. Bataillon d'intervention rapide. Actuellement, je suivais les informations au Burkina Faso. L'État burkinabé loue les bâtiments pour loger ces ministères. C'est avant-hier que le Premier ministre a dit que, à compter d'aujourd'hui, les loyers vont être réduits à près de 80%. Mes chers frères, qu'on ne vous trompe pas. Les gens vont raconter des âneries, mais la vérité, c'est ce que je vous dis là. Maman, s'il te plaît, les qui sont là en bas. C'est ton Benjamin, quand on lui parle, il va dire. C'est lui qui a balayé. Il a balayé, il a bien vu. C'est de ça qu'il est question. Retenez que on ne peut pas faire de la politique en mettant de côté les intérêts économiques et financiers. C'est l'erreur des gens de la zone forestière qui se sont mis à dos leurs propres enfants. Or, nous connaissons ce qui arriverait. Parce que lorsque on a commencé à creuser pour comprendre l'affaire, on a d'abord mis Tébela sur la table. Quand on creuse, on se rend compte que c'est Etienne Tchama qui commence à créer les problèmes à Tébela. On dit, ah bon? On prend Onobelo, on met sur la table. On se rend compte que c'est Njoro. Donc le système fait tout
ne soyons pas dans le secteur économique. On voit bien que c'est Dieu qui a créé les problèmes en deux, non? On voit que c'est Dieu qui a créé les problèmes à Tebela. Actuellement, à Mougobelina, qui lui fait la guerre? C'est pas son frère? Bon, vous croyez que quoi? Donc, on ne peut pas continuer ainsi. Je vous pose une autre question. Expliquez-moi comment une entreprise qui achète le cacao à 200 vend sur le marché international à presque 3000, 4000 peut faire faillite. Les Camerounais ont enseigné ça aux Français, à l'élite française. Parce que l'Office national de commercialisation du cacao, l'Office national de commercialisation des produits de base, qui était l'ONCPB, achetait le cacao à 200 francs, le café à 100 francs, mais revendait à 4000, 3000. Mais cette entreprise a fait faillite. Comment on peut justifier ça? Comment on peut justifier ça? Comment? C'est la même chose en France. La production de l'électricité EDF en France. EDF produit à 40 francs, vend à 120 francs. Mais EDF a fait faillite. Comment vous expliquez? Bonne soirée. Les gens ont commencé à voir du bruit. On se prend demain. Qui a fait le machin là-bas? Tu peux faire dans la chambre? Ça donnera une bonne durée. Bonne soirée. Malchance.